Et du coup, je réponds à cette question de l'archivage. En tout cas, je travaille depuis maintenant 25 ans avec Airstyle, donc une structure associative que j'ai fondée en 99 sur le hip-hop et ses différentes formes d'expression. Et une de ses missions à travers l'Urban Film Festival, c'était aussi d'archiver le mouvement dans son ensemble, avec des magazines, des films, des documents. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps, on m'a sollicité pour mettre en place des expositions, notamment l'exposition Hip Hop 360 à la Philharmonie de Paris, ou en ce moment même Spot 24 avec le Musée Olympique de Lausanne et Paris Je t'aime, donc l'Office du tourisme de Paris. Et il y a d'autres projets à venir. On est en discussion justement avec David pour les cathédrales du rail. Il y a d'autres projets aussi dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on me pose la question, les archives, où est-ce qu'elles sont, comment elles sont stockées, est-ce qu'elles sont à l'INA, est-ce qu'elles sont à la BNF, est-ce qu'elles sont chez tes parents, est-ce qu'elles sont dans ton atelier, comment c'est archivé, est-ce qu'on les prend avec des gants blancs ou est-ce que enfin, il y a toutes ces questions-là. Est-ce qu'il y a des mots-clés pour pouvoir les retrouver facilement? Est-ce qu'elles sont classées enfin, il y a toute cette notion-là. Et, euh, et, euh, et pour faire le lien avec la prochaine conférence, je me rapproche des films, du graffiti, du street art en général, parce que donc sur la première conférence, on a parlé de mouvements hip-hop pur et dur. Ici, on est à l'Urban Art Fair, et l'idée aussi, c'est de parler de, de, de pratiques larges. Quand on parle de breaking aux Jeux Olympiques, on parle aussi de sport, alors qu'on parle de danse hip-hop, de breaking. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que on a du mal à reconnaître le hip-hop tel qu'il est à l'origine. Et il se développe, il y a de plus en plus de connexions, de fusions. On parle de fusion des genres, on parle de nouvelles disciplines. Il y a des nouvelles disciplines qui se développent, qui n'étaient pas au début du hip-hop, mais est-ce qu'elles sont hip-hop aujourd'hui? Ça, c'est la question aussi. Est-ce qu'on peut se permettre ça? Ça fait partie enfin voilà, de son évolution. Il y a des nouveaux courants, enfin voilà. Et pour revenir sur les archives, donc sur le street art de graffiti, je vous laisse la main. On n'a toujours pas le lieu, c'est ce que je voulais dire. Et allons voir Rachid Adachi et prenons un lieu. Oui, un petit peu. Oui, 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 oui. On a un lieu en 2029, ça. Ah ouais, d'accord, d'accord. L'aérosol, c'est plutôt graffiti. Non, c'est illégal. C'est pas. C'est super de le dire. Ah bah ouais. Donc il y a des lieux qui arrivent très vite. Mais merci François. Merci. Mais c'est vrai qu'il y avait une question aussi, avant d'introduire Pauline, il y avait une question aussi qui est récurrente là, avec des œuvres qui ont été acquises par le Centre Pompidou. Est-ce que les institutions sont en retard dans l'art urbain? Pourquoi elles ne s'y intéressent pas, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi des musées de graffiti qui s'ouvrent en fait. Et pour reprendre un petit peu la question que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'il faut créer nos propres lieux? C'est vrai qu'à l'étranger, à Miami, à Museum of Graffiti, le Strat Museum, et il y en a pas mal d'autres en fait qui s'ouvrent. Et là, on parle de graffiti, on parle pas forcément de hip-hop, même si dans la façon dont c'est exposé, il y a toujours un lien avec le hip-hop, surtout quand c'est aux États-Unis. D'ailleurs, on n'en a pas spécialement parlé parce qu'on n'était pas sur les origines du hip-hop et l'importation en France, etc. C'est encore un autre sujet. Et d'ailleurs, pas forcément l'importation, puisque ça a paru de façon aussi unique. Mais donc là, l'art urbain dans 50 ans. On commence cette conversation avec François, merci, qui fait le lien, qui est un acteur majeur du hip-hop à Paris, hein, et c'est pour ça qu'il est là et que tout le monde a répondu présent à sa conférence. Avec Pauline de la galerie Underdogs, cofondatrice. Je te laisse peut-être te présenter. Avec plaisir, merci pour l'invitation. C'est pas un sujet facile, parce que sans doute que ça va être lié à l'évolution de nos villes aussi. Alors, pour me présenter, effectivement, je suis la cofondatrice de la galerie Underdogs avec donc Vils, Alexandre Farteau. Peut-être pour vous raconter un tout petit peu l'histoire d'Underdogs. Moi, je travaille pour Magda Danis à Shanghai. J'ai
ouvert la galerie. Enfin, j'étais la première directrice de galerie de Magda là-bas, assez jeune. Et un jour, elle a mis le CV de Vils sur la table. Et donc, il est venu en résidence. Et donc, lui m'a expliqué qu'il avait eu ce projet où il avait commissionné des expos avec sa galerie portugaise, avec plein de jeunes artistes donc de sa génération, parce qu'il avait 20 ans, même avant ça. Et qu'il avait vraiment comme ambition d'avoir un projet, pas seulement de faire juste des expos, mais d'avoir potentiellement un lieu, de faire un programme d'art public, d'avoir des éditions. Et donc ouais, j'ai décidé de suivre Vils au Portugal. J'ai dirigé son studio et en même temps, en fait, on a lancé Underdogs. Underdogs, c'était censé être un projet de 1 an. On s'était dit, bon, on travaille avec la municipalité de Lisbonne et on prend un lieu et voulez-vous... François veut changer de Ouais. place. Ah non, mais je parle à tous les deux et à vous tous. Non, et du coup, on s'était dit, bon, bah, on prend un lieu, on fait ce projet pendant 1 an et puis ensuite, on continue avec sa carrière à lui. Et en fait, donc c'était en pleine crise, 2013. Enfin, le Portugal, c'était encore compliqué. On passait de la Chine flamboyante au Portugal. Et en fait, on s'est dit, c'est dingue parce qu'il y a une création incroyable. Et en fait, les artistes auraient besoin de représentation. Et du coup, on s'est dit, en fait, on va pas garder le projet seulement 1 an, on va juste continuer. Bon, ça fait 11 ans. On a 11 ans de plus. Et on est toujours là. Donc, il y a maintenant plus de 70 œuvres faites dans Lisbonne. Des murs, des sculptures. On a eu je ne sais pas combien d'expositions depuis, puisqu'on a aussi donc, notre espace de galerie. Et ensuite, on a travaillé avec plus de 200 artistes pour les éditions, les projets. Donc, c'est une équipe de 10 personnes. C'est quand même un beau projet. C'est pas seulement une galerie. On a vraiment essayé de mettre, et ça, je pense que c'est important, on a vraiment, quand on a lancé, donc il y a 11 ans maintenant, on voulait vraiment avoir au même niveau différents publics. Et le public des collectionneurs avec la galerie, le public, le tout à chacun qui passe dans la rue avec l'art public, et plus des jeunes collectionneurs avec les éditions d'art. Donc, et je pense qu'on n'a pas trop mal réussi jusqu'à maintenant. Donc voilà, pour l'intro. C'était un peu long, mais au moins ça remet... C'est une bonne intro et c'est vrai que la question, donc l'art urbain dans 50 ans, donc encore une fois, c'est une question un petit peu miroir par rapport au sujet d'avant. C'est difficile de savoir par quel bout le prendre. L'idée, c'est que ce soit un petit peu en échange d'ailleurs. Il faudra qu'on vous fasse passer le micro dans la salle pour avoir des avis, même si c'est pas forcément facile d'avoir un seul avis. Il y a une question, donc parler un petit peu de l'archivage. Notamment, il devait y avoir Roy Amit, le directeur du Grand Palais Immersif, qui a été retenu. Pourquoi il aurait pu être là? Parce qu'il y a une exposition qui s'appelle Loading en ce moment, qui est une exposition immersive digitale, donc avec des photos et donc avec avec le référencement du passé finalement. Donc comment faire vivre l'art urbain dans le futur, par exemple, si c'est ça une des questions, c'est aussi par le passé et le fait de l'immortaliser, on va dire, donc avec aussi de la technologie et pas mal d'autres outils du type. Moi, une des questions qui m'intéressait, alors on va avoir la chance de recevoir aussi Pitchiavo, qui sont exposés sur le stand de la galerie Underdogs, qui arrivent en avion, là, donc ils vont arriver en cours de conférence, peut-être. Oui, ils arrivent à 6 heures. Ok. Mais une des questions, alors c'est l'idée aussi on va voir comment ça évolue aussi cette question, de partir toujours un peu du personnel vers l'universel. Donc le personnel, c'est... Là, tu expliquais un petit peu ce que vous avez fait, enfin 70 œuvres dans l'espace public. Donc comment ça se passe, faire une œuvre dans l'espace public, si on veut déjà se projeter sur comment ça pourrait se passer demain, comment ça se passe aujourd'hui, de créer une œuvre dans l'espace public. C'est quoi le point de départ? Alors, tu parles pas de nécessairement la documentation. C'est comment, depuis le départ, on travaille, donc comment on choisit les artistes, comment tout ça. Par exemple, et aussi sur les 70 œuvres, il n'y a pas eu le même chemin à chaque fois, j'imagine. Peut-être des exemples.
Alors non, puisque chaque artiste est unique. Mais non, après, le process est assez similaire. Alors nous, on a la chance à Lisbonne d'avoir un département dans la municipalité pour l'art urbain, qui s'appelle GAU, G-A-U, Galleria de Arte Urbana. Et en fait, ils ont compris ça il y a 13 ans maintenant, que de vraiment avoir une politique de murs dans Lisbonne, tout Lisbonne, donc c'est pas juste des arrondissements ou des quartiers. Et en fait, il facilite énormément la tâche, c'est-à-dire qu'il nous donne toutes les autorisations, il cherche les façades. Et donc, ça fait. Si vous passez sur le booth, on a le livre qu'on a sorti l'année dernière sur les 10 ans du programme d'art public en collaboration avec la ville de Lisbonne. Et donc, il nous aide énormément. Donc, comment ça se passe? Généralement, c'est quand même des artistes qui viennent. Pour la plupart, ils ont quand même fait une expo où ils avaient une édition avec nous et ils sont venus faire un mur. Au départ, comment on choisit des artistes? Honnêtement, c'est Alexandre et moi, on s'envoie des artistes et on fait le programme. Là, maintenant, on a un département curatorial aussi un peu plus poussé. Maintenant, on est une équipe de 4, pas que sur Underdogs. Mais bon, ensuite, on contacte les artistes. On a une personne en charge de toute la prod à Underdogs. Donc, elle s'occupe... On a une personne en charge de l'artiste pour la prod et on a une personne en charge du projet d'art public avec la municipalité. Ok, donc il y a un contact à la ville, forcément, et qui passe par cette association GAO. Ouais. Et eux, ils font appel principalement à vous ou ils font des appels à projets, par exemple? Alors, nous, en fait, on a une bourse plus ou moins chaque année, qui n'est pas énorme, mais qui va payer une partie des voyages des artistes, de la peinture, des nacelles, etc. Mais bon, principalement, ça a été quand même que nos fonds privés pour financer tout le projet. On a assez peu, en fait, d'aide. Non, ils ont un festival qui s'appelle Muro. Ils ont plein d'autres projets. Underdogs est un des projets qu'ils soutiennent. Mais ils sont eux aussi... ils ont leur propre projet aussi. Et je suis pas allé beaucoup de fois à Lisbonne, mais ce qui m'avait marqué, en tout cas, comment on peut penser à l'art urbain dans le futur, c'est aussi s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, déjà, pour commencer, de ce qui existe dans le présent. Et la présentation de l'art urbain existe. Ce qui m'avait marqué, c'est des murs qui sont éclairés la nuit, spécialement, donc des tableaux dans la rue, presque. Et ça n'existe pas ici, à Paris, même s'il y a des associations Le Mur qui collaborent aussi cette année. On a des murs officiels, on va dire, toutes les 3 semaines, un artiste vient peindre. C'est pas mis en valeur de la même façon que ça l'est à Lisbonne. Est-ce que d'ailleurs, ça l'est de façon... C'est un endroit en particulier qui est comme je le cite à Lisbonne, ou c'est vraiment un état d'esprit de faire vivre aussi même la nuit, de mettre en valeur comme un musée à ciel ouvert? Alors, je pense pas que tous les murs soient éclairés. Non, mais par contre, en revanche, je pense que oui, il y a une vraie politique et ils ont compris que c'était bien pour la ville et pour les artistes. C'était pas seulement pour le tourisme. L'association dont je parle, elle est née en 2007 ou 2008. On n'était pas le Lisbonne que peut-être vous connaissez aujourd'hui. C'était pas la même en 2007. Donc, je pense qu'ils ont vraiment compris aussi. Je pense qu'il y a eu un côté où ils se sont dit, bon, si on donne des murs Lego, il faut peut-être arrêter de taguer là-bas. Ben si, quand même. Ça a un peu aidé, on va dire, visiblement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a été dit. Mais oui, il y a une vraie politique. Et pour le coup, pour connaître très bien les gens du département dans la municipalité de Lisbonne, c'est vraiment des gens qui... care. Ils veulent prendre soin quand même de la création et de ce qui se passe dans les rues de Lisbonne et donner cette chance à des jeunes artistes aussi de pouvoir s'exprimer sur des murs vus par tous, quoi. Et c'est vrai que je reprends un petit peu parce que finalement on n'est pas beaucoup, donc il faut partager beaucoup d'idées chacun. J'avais posé la question à une galerie qui était là la première édition en 2016. Pour toi, c'est quoi l'art urbain dans le futur? Et lui, il me parlait de hacking urbain. Alors, c'est aussi parce qu'il représentait... C'était Open Walls, la galerie. Il représentait des artistes
qui détournaient notamment déjà des écrans ou des abris de bus ou des choses comme ça, notamment Vermibus, voilà, des artistes comme ça. Et donc, je pensais notamment, alors c'est pas une réponse, mais je pensais aussi à l'art digital, il y a de plus en plus d'espaces qui sont consacrés à l'art. Times Square, je sais qu'il y a 5 minutes tous les samedis, où c'est un programme auquel on peut postuler. Donc ça passe par un appel d'offres finalement, enfin, entre guillemets. Il y a des choses comme ça. Et moi, la question un petit peu qui rejoint du coup le processus d'attribution d'une bourse, par exemple pour la galerie Underdogs, qui est-ce, est-ce que tu as la réponse d'ailleurs, qui est-ce qui décide ça au sein de la ville? Est-ce que c'est C'est la municipalité. en comité d'experts? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a plein d'autres bourses où il y a un jury, etc. Particulièrement cette bourse-là, pour nous, je sais pas. Mais par contre, ça m'intéresse ce dont tu parles, parce que pour le coup, je suis aussi dans l'art digital. Et c'est vraiment deux mouvements qui m'intéressent énormément. Pour la simple et bonne raison que je pense qu'elles se rejoignent sur l'accessibilité et les publics. L'un en personne dans la rue, l'autre sur le net, même s'il y a de plus en plus d'art digital immersif, etc. Mais justement, je peux parler d'un projet qu'on a fait avec Eduardo qui est là et Pichiabo. L'année dernière, il y a une très grosse conférence à Lisbonne qui s'appelle Non Fungible Conference. Et en fait, on a fait une expo juste art digital. On avait 10 minutes pour une expo. Et on a montré Vils, Adfuel et Pichiabo. Et en fait, l'œuvre de Pichiabo, puisqu'ils vont arriver, donc je peux parler spécialement de leur œuvre, c'est une œuvre de Bristol qui a disparu. Donc en fait, effectivement, ils ont reconstruit toute l'œuvre et tout le surrounding du bâtiment. Donc c'était pas un drone qui a filmé, etc. Ils ont tout refait en motion 3D. Et effectivement, ils ont un mur, une œuvre qui vit pour l'éternité. Si on considère que le digital va rester éternellement, et ça, c'est une manière de préserver l'œuvre, le rapport à l'œuvre, le lieu aussi, parce que, quand on parle d'art urbain, on ne parle pas juste de l'art, on parle de la relation à la ville. C'est pour ça que je disais au départ, ça va dépendre comment nos villes vont évoluer. Moi, je voulais réagir aussi là-dessus. C'est vrai que même pour la communication des villes, on en parlait tout à l'heure, par exemple, en ce moment, je travaille beaucoup avec les Jeux Olympiques et il y a les playgrounds, donc les terrains de basket qui sont de plus en plus occupés par les street artistes de manière large. Et un des premiers, bon, même si les graffeurs n'avaient pas attendu ça pour le faire, mais voilà, mais c'est vrai qu'il y a une esthétique un peu plus peaufinée, on va dire, sur, par exemple, un Design. Ouais, plus design, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est Stéphane Ashpool qui a un peu lancé ça dans le 18, dans le 10e d'ailleurs, à Pigalle. Et donc, d'un coup, ça devient très viral parce que tout le monde va faire sa petite vidéo là. C'est pas juste un playground pour les basketteurs, mais ça devient la piste de danseurs pour les TikTokers, les Instagrammeurs, les YouTubers, tout ça. Tout le monde joue de ça. Et du coup, d'un coup, il y a effectivement la Tour Eiffel pour parler de Paris, mais il y a aussi le playground de Pigalle pour parler de Paris. Il est reconnaissable. Et d'un coup, on se dit que tiens, l'art apporte quelque chose dans le domaine du sport et de la vie dans la ville. Et de là, on voit bien, la ville de Paris a lancé un dispositif d'accompagnement à la création d'œuvres sur ces playgrounds. Et même les marques en jouent. Comme les marques n'ont pas le droit d'afficher leur logo, ils jouent juste sur les couleurs ou sur des signes. On reconnaît le playground de TikTok dans le 18e avec les couleurs noir, rouge, vert, blanc. Et c'est le playground TikTok. On a le playground Lacoste. En fait, c'est souvent derrière, il y a des marques, on ne le sait pas tout de suite parce que ce n'est pas logoté. Mais c'est une manière aussi pour la ville de trouver... générer une économie et aussi sur le côté dans 50 ans effectivement il y a plein
d'applications qui ont commencé aussi à développer des systèmes ou même Google Street View, là, Street Art Graffiti, où en fait tu as l'histoire des murs à travers c'est participatif, c'est des couches de peinture, enfin de différents murs sur je sais pas combien d'années. Et donc forcément le numérique et même l'intelligence artificielle, non, pardon, l'expérience, là, je sais plus le nom d'ailleurs. Ouais, exactement, la réalité augmentée, on peut comme ça voir l'histoire des murs en passant à travers sa tablette numérique. Donc ça amène certainement quelque chose. Est-ce que après, dans les différentes pratiques, on parle de différents arts, les grandes fresques murales de street art sur des façades, les graffeurs qui se revendiquent pas comme muralistes, mais voilà. Et en fait, il y a ça aussi. Est-ce que dans 50 ans, on met tout dans le même panier? Est-ce que est-ce qu'on parle d'art contemporain? Est-ce qu'il n'y aura pas une fusion de tout ça? Et en fait, même le street art sera peut-être fatigué parce qu'on voit aussi que on pousse dans tous les sens le street art. Est-ce que dans 50 ans, on sera pas je sais pas, on reviendra pas à du monochrome? Je sais pas. C'est aussi ça aussi dans la réflexion, ce que je voulais pousser. Bah pour un autre sujet quand même d'archivage qui est intéressant, c'est les magasins généraux. Donc c'est BETC qui est une des 2 grosses agences de publicité à Paris, donc à Pantin, qui ont, avant de détruire leur bâtiment pour en faire leur headquarter, ont tout virtualisé en fait, ont archivé tous les graffitis, les ont référencés et ont créé finalement cette chapelle digitale avec le projet. Sur les 5 points, par exemple, je ne sais pas si ça avait été fait à 100% avant d'être repassé en blanc. Mais... Je sais qu'il y a eu des maquettes physiques de cet espace-là avec des reproductions minimalistes de ce lieu culte à New York. Mais après, je ne sais pas. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de réfléchir, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'attribution des bourses, ou en tout cas le choix des artistes. Il y a un choix, évidemment, on peut accueillir d'ailleurs Soat, qui nous a rejoint. Petit hommage en passant, on parler de l'archivage, on peut parler des institutions. Le Centre Pompidou a accueilli, il y a en 2014 déjà, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, des œuvres d'art urbain. Et voilà, et c'est assez intéressant de le citer aussi, parce que c'est vraiment dans l'actualité aujourd'hui, comment l'art urbain dans 50 ans, on parle de l'archivage, mais le patrimoine d'un pays, d'une nation, ça passe par les musées aussi, et le fait de collectionner pour un musée, c'est aussi de se donner la possibilité de pouvoir réunir à un moment donné, de façon autonome, un certain nombre d'œuvres, voilà, non pas le fait qu'elles appartiennent à l'État a plus d'importance que ce soit peut-être une collection privée, mais peut-être que si, d'une certaine façon, puisque l'État, tout ce qui appartient à l'État appartient à tout le monde, et du coup, avec le temps, chacun devrait avoir son mot à dire sur ses acquisitions. Voilà. Mais, moi, ce qui m'intéressait aussi, du coup, c'est cette idée de savoir comment on choisit les œuvres dans la rue. Alors, c'est souvent des initiatives privées, puisque c'est souvent grâce à des individus aussi que les choses bougent. Elles ne bougent pas toutes seules. Les municipalités n'ont pas toutes les idées, elles ont besoin de contenu, elles ont besoin d'acteurs et d'énergie. Mais ce qui m'intéresse un petit peu, c'est de se demander est-ce qu'il n'y a pas une façon de faire voter les habitants pour choisir les œuvres qui vont être dans leur quartier. Et ça, c'est une question qui mérite, je pense, plusieurs hypothèses, c'est-à-dire déjà des tests, donc à certains endroits, savoir si on fait intervenir un jury, comment on le sélectionne aussi, pour que ce ne soit pas toujours en vase clos, mais on peut imaginer aussi qu'un jury, c'est aussi via des personnes un jury peut être sélectionné par de la diversité également. Cette diversité peut être aussi votée par le public lui-même. En fait, on revient un petit peu à la politique, et c'est ça qui n'est pas facile quand on se pose cette question. C'est pour ça que je voulais la poser, en tout cas,
savoir ce que vous en pensez. Est-ce que toi, par exemple, Pauline, tu penses que c'est intéressant de faire intervenir le public dans le choix des œuvres d'art d'une ville? Oui. Après, non, en termes, est-ce que c'est réaliste et faisable? C'est plus compliqué, mais si, je crois à la méthode participative. Si, et je pense qu'Internet peut vraiment aider avec ça, pour le coup. C'est pas forcément obligé que ce soit quelque chose de super officiel, mais ça peut être aussi, enfin, pour être testé, ça peut être aussi fait grâce aux artistes et aux collaborateurs du projet. Euh, Après, on a réfléchi à un projet et ça se rejoint. C'est pas exactement ça, mais ça rejoint où il y a toute la première partie du projet d'art public qui est fait en ligne. Et justement, en demandant aux artistes de trouver un moyen d'engager avec les publics ou le thème, enfin ce qu'ils veulent en fait, sur le thème, sur, euh, sur de la data, enfin peu importe, et en sortir une œuvre, mais qui est en lien avec vraiment leur public. Alors, est-ce que ça serait pas forcément que des gens liés au quartier? Ça serait plus qui suit l'artiste et ça peut être des données du monde entier. Donc si c'est un sujet qui nous intéresse, peut-être pas exactement comme ça, mais c'est un sujet qui est intéressant. Euh, Après, nous, on n'a pas trop de contraintes. Enfin, j'ai jamais fait vraiment ce qu'on a fait à Lisbonne en France, donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne en France. Mais nous, on n'a pas tellement de censure, on n'a pas tellement de... Enfin, quand on dit, oui, voilà, on va recevoir tel artiste, l'artiste, voilà, on nous dit, voilà, il va faire ça, mais on nous a rarement dit, ah bah non, c'est pas possible. Donc en fait, bon, effectivement, c'est pas les gens qui choisissent, mais on n'a pas non plus d'une pression de la municipalité, ou même nous, on ne dit jamais rien aux artistes, quoi. Donc, l'un dans l'autre, mais oui, participatif, ça serait cool, effectivement. Ce serait... C'est aussi l'idée de savoir si enfin, c'est toujours l'idée de l'élite versus la majorité finalement, et de savoir si on donne le choix peut-être au plus grand nombre avec une réponse qui serait une moyenne, on va dire, ou si on décide que c'est vrai que quand on construit un bâtiment, parce que pour moi l'architecture ça fait partie de l'art dans la ville au final. C'est mon avis. Quand on construit un bâtiment, on essaie de faire appel. On fait appel à des experts. Et il y a des codes qui autorisent tel type de construction ou d'autres, on va dire, esthétiques. Mais la proposition est faite, voilà, c'est une proposition privée. La plupart du temps, c'est quelqu'un qui achète un terrain et qui est finalement dans l'espace public. Donc, donc la question, voilà, en fait, le souhait, c'est de ne pas imposer. Mais la réponse de ne pas imposer, c'est comment ne pas imposer et trouver des solutions ensemble, peut-être pour intéresser aussi et là c'est un peu politique aussi, mais pour habituer peut-être au vote de proximité par l'art, qui est peut-être quelque chose de plus démocratique, enfin, qui est peut-être plus simple à manager voilà, que l'éducation à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. C'est des sujets voilà, qui sont un peu incrémentales et qui ont besoin de changer peut-être de façon plus douce. Et peut-être une question pour toi, François. L'art dans l'espace public, c'est pas que l'art pictural, c'est l'art vivant aussi. Déjà, aujourd'hui, l'état des lieux de l'art vivant dans la rue, qu'est-ce que c'est pour toi? Si je le ramène au hip-hop et les spectacles de rue, par exemple, c'est vrai que sur les Champs-Élysées, à Saint-Michel, à Beaubourg, ou même à l'époque, les cracheurs de feu, enfin voilà, tout ça, le spectacle de rue est de moins en moins toléré. Hein. On sait que voilà, il y a les danseurs hip-hop, les breakers, ils sont interdits de faire des shows de rue. Donc quand ils font un show de rue, on leur enlève leur sono, ils ont une amende, mais ils recommencent en espérant que ça passe, mais ils ont... ils payent cher la place, quoi. Parce qu'ils posent le chapeau et que du coup, c'est considéré comme une... voilà, il n'y a pas la gestion de l'argent, quoi. Donc, il faut un contrôle de ça. Ou alors, il faut demander sa carte tu sais, comme quand tu fais...
dans le métro, tu vas voir la RATP, voilà. Sinon, pour en revenir au graffiti, et pendant des années, on a organisé des jams graffiti dans le 19e, dans le 18. Et souvent, c'est vrai que le public, quand c'était du lettrage, graffiti et tout, classique, tout dépend, ce qu'on appelle, comme on le voit en tout cas, mais parfois ça se gênait. Et une fois, je me rappelle, on avait organisé, c'était c'était l'ouverture du 104, et ils avaient organisé une traversée du 104, ça s'appelait la traversée du 104. Et du coup, à la sortie du 104, les gens, pour récupérer le métro à Stalingrad, ils passaient par le jardin Éole. Et nous, on avait organisé une grande jam graffiti, et on avait fait venir plein de têtes, que ce soit Congo, Noétou, enfin plein de têtes, hein. Sauf qu'à l'époque, ils n'étaient pas autant en galerie qu'aujourd'hui. Et voilà. Et une fois, j'étais là, dans le jardin, il y avait des super fresques et tout ça. Et j'entends une dame qui dit « Ah, regarde ce qu'ils ont fait de ce nouveau jardin, c'est horrible. » Alors que c'était de la tuerie, c'était des super œuvres. Je dis « Ouais, mais c'est pas possible d'entendre ça. » J'arrivais pas à comprendre. Enfin, je comprenais pas, quoi. C'est parce qu'en plus, tu avais du graffiti, lettrage, tout ça, mais tu avais aussi des œuvres plutôt réalistes comme Noé, ce qu'il fait, tu vois, des persos et tout ça, assez réalistes et tout. Et je comprenais pas. Et je parlais à Acre, un autre graffeur, et je lui dis, mais je suis sûr que c'est une question de présentation. Si c'était dans un cadre, ça marcherait mieux. Et je vais voir tous les graffeurs, je leur dis, ça vous dit, on refait la même, mais on efface tout, mais on pose des vrais cadres, mais vous dessinez toujours sur le mur, mais on pose des cadres autour. Et on met un petit cartel, et on verra ce que ça donne. Et on fait l'expérience, on enlève tout, on met une couche de gris, il peigne dans un périmètre, on pose un cadre, on met un cartel, vernissage, petit cocktail, on appelle la mairie, ouais, c'est tout carré. Mais c'est génial, vous vous rendez pas compte, c'est bien mieux que ce qu'il y avait avant, mais c'était les mêmes graffeurs, et c'est un truc de fou. Et en fait, je me rends compte que c'est la perception. Et il y a un graffeur qui en a joué, et il a fait du Vandal à mort dans l'espace, et il a mis un cadre. Mais ça devenait magnifique, alors que c'était le pire du pire. Et il y en a un autre, carrément, il a fait tout l'inverse. Il a peint en dehors du cadre, il a rien mis dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gardiens du jardin, ils ont tout effacé. Vous avez été vandalisé. Oh là là, tu vois le truc, c'est qu'en fait, si tu t'es pas dans le cadre, t'es mort. Et en fait, c'est pile poil le truc qu'il faut souligner. En fait, c'est que c'est la perception, c'est l'œuvre, c'est dans le cadre. Et il y en a notre Pascal, qu'est-ce qu'il a fait? Du coup, avec le contraste de tout ça, parce que c'était sur plusieurs jours, et quand il a vu que les gardiens avaient tout effacé et tout ça, il n'en revenait pas. Alors lui, il a fait des petits trous dans le cadre, et il faisait couler l'œuvre qui sortait, qui voulait sa liberté, quoi. Et là, les gardiens, ils savent plus quoi effacer, quoi, tu vois. Et c'est ça, en fait. Et du coup, c'est pile poil le truc où, en fait, la perception, quoi, l'art dans l'espace public, comment faut le présenter? Est-ce que, tu vois, il est dans un cadre où aujourd'hui, c'est plus la question, parce que ça y est, on l'a bien compris. Le street art, le graffiti, ok, c'est là. Il y a encore quand même des divergences sur le côté graffiti, street art et tout ça, même si aujourd'hui, je pense que certains graffeurs, on les enferme dans un style, mais tu as des graffeurs qui ont une écriture contemporaine, mais qui se revendiquent graffeurs. C'est-à-dire, oui, je suis graffeur, mais m'enferme pas dans un truc de lettres de l'époque. C'était mon travail de l'époque, mais aujourd'hui, je suis graffeur, mais je fais plus ça. Donc, par exemple, je discutais avec J1, et quand il fait des toiles, il fait autre chose que ce qu'il fait sur les murs. Et c'était la discussion aussi, c'est qu'il me disait, souvent quand on me demande d'intervenir, on me demande mon style soit de b-boy, soit mon travail des lignes à la Buren, là, tu vois, et lui, parfois, il a envie de sortir de ça et proposer autre chose, mais on lui dit, non, mais ça serait cool si tu peux revenir sur... Et en fait, c'est clivant, voilà.
à lui de l'imposer. C'est en fait, voilà, c'est ça, c'est prendre des risques tout le temps. C'est comme quand un artiste, il cartonne sur un style et on veut de lui que ce style. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est. Enfin, c'est la question de. Est-ce qu'on pense que ça va se vendre ou pas du coup? Bah, c'est ça. Après. Et j'ai des discussions avec Diabo, que j'ai pas mal avec les artistes qui, voilà, ils ont effectivement dans leur corps de travail un truc qui se vend très très bien et tout le monde leur demande ça. Et à un moment, en fait, on n'arrive jamais à faire évoluer leur pratique si on demande tout le temps la même chose. Et c'est un risque, nous on le fait. Et parfois, je leur dis, bon, ok, alors on va faire peut-être 20% de nouveaux trucs et 80% où on sait qu'on va pas perdre des gens. Parce qu'il faut y aller tranquille aussi. On a pas mal d'artistes qui veulent, oui, mais on peut faire toute une nouvelle série, toute l'expo. Je dis, ouais, mais après, les gens, il faut qu'ils suivent aussi. Et dans l'idée de vendre, mais pas que. Mais effectivement, si on enferme les artistes dans un style qu'ils avaient il y a 10, 15 ans et on leur demande de perpétuellement faire la même chose, enfin, dans 50 ans, l'idée, c'est aussi, on est aussi là en étant acteur pour donner des chances, de montrer le travail, ou dans la rue, ou dans les galeries, etc. C'est quand même de pouvoir leur donner des nouveaux outils pour expérimenter aussi, quoi. Donc, mais c'est intéressant. Et là, on parle aussi d'esthétique et de style, en fait. Et c'est vrai que quand on se projette, pour ma part, quand je me projette dans l'avenir, je vois évidemment la ville comme une toile de fond. Alors, parfois, ce qui peut être intéressant, c'est de penser aussi à la réhabilitation des endroits qui sont moches, aussi, tout simplement. D'amener aussi l'art là-bas pour en faire des beaux endroits. Et après, faire évoluer tout ça, parce qu'on ne peut pas tout casser, tout reconstruire tout le temps. Il faut aussi travailler avec ce qu'on a. Et l'art, pour moi, c'est une bonne façon de le faire. Mais après, quand on parle de style aussi, de savoir comment orienter le travail d'un artiste, etc., ça m'a fait penser au fait que y a le graffiti, l'écriture, le pochoir, ces styles qui ont creusé des sillons, qui ont inspiré, qui sont développés et qui ont permis d'être là aujourd'hui aussi à présenter la richesse, la diversité qu'on a sur le salon et qu'on peut voir aussi autre part. Ce qui est important pour moi quand je pense à l'avenir, c'est de pouvoir aussi représenter plusieurs styles, mais alors pouvoir aussi en faire des familles et c'est de faire de la pédagogie même dans la rue finalement. Ouais. Et c'est le mot pédagogie, toi tu parlais du cadre, et puis toi tu parlais de la transition, 80% d'œuvres un peu plus originales, un peu plus nouvelles, mais aussi créer un lien toujours. Donc créer des liens avec les publics, créer des liens avec les collectionneurs. Et je parlais aussi du contraste, parce que c'est vrai que, par exemple, un autre exemple, une petite anecdote, sur l'expo donc, à la Philharmonie, il y a un des passages où j'avais proposé un métro vandalisé, et en face, une œuvre de John Wayne, la Marianne, vous voyez, et en fait, et une autre œuvre d'une collection privée. Et en fait, je faisais un face-à-face entre le travail de Asile, qui fait de la punition et qui a une des plus grosses amendes sur le dos, et le travail de John Wayne, qui fait également de la punition. De la punition, c'est la répétition de son nom en continu, et qui, lui, est un des plus chers et est collectionné à Matignon. Et en fait, c'était ce face-à-face direct entre Asile, métro, Vandale, amende, et... sur toile, Vandale, collectionné et qui coûte cher. C'était un parallèle direct qui pose aussi, qui pousse à l'interrogation, quoi. Straight from the plane. So we are lucky. So this is Pichiavo. You can see. J'espère que vous parlez tous anglais. Mais avec l'accent français, ce sera facile à comprendre en tout cas. Pichiavo made this amazing triptych, the work which is outside the Carreau du Temple. And so we were lucky to have it because we wanted to have something finished that we want, not like a live creation outdoor. And as we think we are contemporary art fair, and sometimes it's interesting to bring the public to urban art with the live painting because there is this motion, there is this creation in front of the public. But sometimes
it's great, and that's what we wanted this year. It was to have like a really amazing piece, which was a really cool sum up of art history through graffiti, with a flop written in a flop, with everything you made on it. So to introduce you a little bit, this conference is about everything you want to say, but it's also about projection of the future, maybe of your work. And so maybe you could start to introduce yourself and introduce your work. Works, Yeah, right? Hi. Hi. Hi, everyone. Thanks for the invitation. We are Pichi and Abo. We are from Spain, Valencia, and you are recognized our art because we are combining graffiti and classical art. We're like known because of our murals, but then we have also like studio work that you can see right now with Underdogs Gallery. I don't remember the booth. You would, okay. So we do work on campus. We experiment also with sculptures. Through the years, we have been develop all the work and like playing with all the public art. Right now, we're interested in like develop what we have done in painting, translated to sculpture, to 3D. So, like maybe in the future, you will see more of our work in a 3D version in sculptures. And yeah, like combining all the things we do, our background with graffiti, classical art, that it's our cultural heritage. And that's it. Yes, we normally we like to have a balance between indoors work and outside work. We start with Picheo style more or less 11 years ago. 10, let's say 10. Hey. Art question: do you have a dream, something you dream to do outside, something you haven't done yet, and you are thinking about? Public, creating something in public spaces, architecture, sculpture, fountains, like. Yeah, something And like Why fountains? Like it's not like a Fontana di Trevi, but like a Picheo fountain. Yeah, I think it's something that we are surrounded by. So everything that you walk around the city is something that we're interested in. So yeah, like creating things that are surrounded by, that we are surrounded by them. It's interesting to work with. Okay. And would you imagine it like colorful, like your work, or on a sculpture, like to put yourself in the history of art? So, A bit of everything, I think. Depends on the concept, but Yeah, like normally our sculptures are less colorful. Like we play with colors more in the walls. Oh yeah. Like the one that, like for example, like we're preparing one in Lisbon. It's going to be a permanent sculpture. So it's mainly white. Plus we have in the background tails that it like gives the color on it. So we play a little bit of everything. and maybe to have the vision of a few artists about maybe other type of art. What do you think when you think about the future of urban art? What does it mean? it's difficult to It's say. an art question. We But never thought about, like, even like when we started, we never thought about the future. We were just playing with what we had. And I think, I mean, of course, you get more professional, you think more in the future. I think like we're more into like not think about what will happen, just focusing what we're doing, what we have in terms of like technologies and things like that, play with them and let's see what happens. Otherwise, we'll be like, it creates like a conflict if you think in the future, maybe it can create some sort of like, it doesn't open doors that much. So we prefer not to think in future. Yeah, I think it's for sure the technology will be there here, and the artwork should be more interactive.
with the people. What would look more interactive artwork? Imagine, I don't know, maybe you are in the street and gazing the mural, and you can change the color or the composition with your phone or whatever. Nice. And, est-ce que quelqu'un a aussi envie de partager une réflexion sur l'art urbain dans le futur? C'est ce que ça évoque à quelqu'un des questions en particulier? I'm just asking the public if someone has some ideas about future of urban art. Yes, just one quick question for Pichi and Evo. You were mentioning that you started with like mural painting and going with sculpture. And so with the improvement of 3D printing that becoming cheaper and cheaper, is it something we can expect that artists could be creating the 3D file that people can just buy and print at home? And so that way you change the process of the sculpture. Instead of you doing the sculpture, is going through the technology, and you just create the mock-up, the design, and then you can sell it to people like you sell directly your art. I mean, that's something that can happen. I think it's better, like as an artist, to believe that you're behind all the process, so you can give the final results to the client in a proper way or in the way that we want to. So that will create maybe a conflict with what you're saying, of like, downloading a file and then print it yourself. That you will have the static, but at the end, you will not have the control of what we're doing in the studio, all the process and all the final results. So I don't know, it could happen, but we prefer to be behind all the process and then give you the final, finish of the sculpture, proper materials. You can print with all the, like a bunch of materials. So how we control that it should be in, I don't know, metal, but then you're doing it in plastic. So, we prefer to control that. I want to control the finishing. Yeah, and then give a little bit of the artist's hand. I mean, you can play with technology, and it's fine, but then give something else and not just like print it and that's it. So At the end, the technology it's another tool. It's not the final result. Can I also reply to that one? Because it's actually something I thought like many times. I think it depends as well on. It gives way more accessibility as well. And if you divide the kind of monetary value to the emotional value, I think you can, spread the work way more if you do have a dot object, right? And that I can print it at home, and many other people can print it at home, except that you have, let's say, 10 unique digital files, right? That people can print indefinitely. This is spreading your work way more, but you keep the monetary value. So I think it's pretty brilliant. It's how you would do editions, but you would just send an image and people could print it, right? I mean, it's definitely going to happen. And you will be convinced. You'll see. I'm sure you would in the end. And you don't have to say like, okay, this is because people do print like a 3D thing. Yeah, of course, but you will keep going, having unique pieces or editions you control and so on. It's just another like corde à votre arc. It's going to be just one more thing that gives people, the accessibility to your work. Et donc, pour reprendre juste... Ah, yes. Thank you. I always have a lot of questions for you. What do you think, since we're talking about urban art in 50 years and maybe all sorts of art in 50 years, and a lot of artists and a lot of people I know are starting to incorporate artificial intelligence in their work, what do you think about it?
do you dabble in it? And do you think that it's a good thing or it's something that could be quite dangerous at the end? It's a good thing. Yeah. Yeah, actually, we have one of the paintings that we have here. The sculpture, it's created by artificial intelligence. So we believe that it could be a good tool. The thing is like how to use it. So we have been like, our process is normally like going to museums, going to like parks, and then do photos of the sculptures. And from there, we create the proper work. So why not, instead of like going to the museum, like going to the technology and play with it and create what more or less you have in mind, and from there create. So it's the same process, but adding technology. So at the end, it's the same for us. So it's good. That's what I can say so far. Yeah, at the end, if you use like a tool, it's good. If not, the intelligent artificial control you, for sure is bad. Sit. Added. You have some other thoughts about the future, because it's also about yep. I hope that, we all gonna have this kind of Apple Vision Pro thing, right? But way better. We won't have like this crazy stuff walking on. And I would love that, you walk in the streets and you have that facade and you can just like, rather than seeing advertising, like you can, see one of their work. You can just choose, you do like this thing, like you click with your eyes or whatever, and you just have art. And you remove everything that is linked to advertising in the city. That would be awesome. We were talking about archives a bit earlier, so maybe they would be able to switch the festivals and that like painting at the place to go up. Sometimes it's a lot, so you have to take picture. So future is about present, so we archives and we archive stuff, and how we think about it now for the future also. So do we have other vision for your work, maybe, because I really agree with the glasses. I think that's something that we're going to have. We're not now comfortable with it because it's something new. But that interaction, like with the real world plus all this like virtual thing, will be something that as an artist, it opens a lot of doors how to play with it. It reminds me like one of the NFT projects that we have, that we are like recreating walls that we have been that we painted, but now it doesn't exist. So through that, you can see the environment. So imagine like to walk, like, I don't know, Lisbon, Paris, London, and you just stop in a wall or a building that it used to have something, and then you just press and it recreates what it used to be. So I think it's fun like to have all this interaction between past and future, present. So I mean, without past you won't have a future, so that's necessary to play with it. So we're always playing with all our past. And you were so curious about the front end and roundabouts, and so we had interact, etc. And so, are you thinking about to work with an architect or some other? I mean, it's necessary. Yeah, we don't have the knowledge, so we always like try to be surrounded by professionals. So yeah, that's a must. I mean, like, we don't do those things because it takes a lot of time. So it's super slow to create those type of projects. So it's easier to just grab cans and go to somewhere and paint. Those projects takes more people around, time, sources, everything. So, have you already done some sketches? I have something. And see. About thank you a lot for being here. We have another conference, but another amazing project in Montgomery, Alabama, that you want to talk about. It's a movie.
it's a nice story too. So if you want to say, we will just have a little 5 minute pause pour aller chercher quelques artistes, quelques personnes qui doivent être avec nous. Oui,